Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les Amérindiens choisissaient les tipis plutôt que des maisons ordinaires? La plupart des gens pensent que c'était simplement parce qu'ils étaient plus faciles à construire, mais les vraies raisons sont bien plus intéressantes, et elles risquent de vous surprendre. Vous savez, certaines personnes aujourd'hui ont du mal à supporter un simple déménagement d'appartement une fois par an. Eh bien, les tribus amérindiennes comme les Lakota, les Cheyennes et les Blackfeet auraient ri de nos plaintes modernes. Ils étaient pratiquement des déménageurs professionnels, sauf qu'ils n'avaient pas à gérer des entreprises de déménagement douteuses ou à emballer leur vaisselle dans du papier bulle. Le point clé, c'est le bison. Ces animaux étaient en quelque sorte les services de livraison préhistoriques, toujours en mouvement, jamais au même endroit. Ces immenses troupeaux parcouraient les grandes plaines et les Amérindiens n'avaient que deux choix, suivre la nourriture ou mourir de faim. Maintenant, parlons logistique. Construire une maison permanente versus un tipi. Construire une cabane en rondin à l'époque, c'était comme essayer de monter un meuble Ikea, sauf 100 fois plus difficile et sans manuel d'instruction. Cela prenait des mois de labeur éreintant. Abattre des arbres, transporter les troncs, les ajuster avec précision. Et après tout ce travail, vous obteniez une belle maison, qu'il fallait abandonner dès que les bisons décidaient de partir ailleurs. Le tipi, en revanche, c'était comme la tente pop-up originelle, mais en bien plus cool. En moins d'une heure, une famille expérimentée pouvait démonter toute sa maison, l'enrouler et être prête à bouger. Et voici un fait incroyable. Des familles amérindiennes expérimentées pouvaient charger leur tipi et toutes leurs affaires sur seulement 2 chevaux. Essayez donc de caser votre maison entière sur 2 chevaux, je vous défie. Le vrai génie était dans le design lui-même. Les Amérindiens avaient inventé ce qu'on appellerait aujourd'hui un système de maison modulaire, et cela des siècles avant que ce terme n'apparaisse dans l'architecture moderne. Chaque pièce du tipi avait une fonction précise et pouvait être facilement remplacée si elle était abîmée. Des perches de longueur standard, des peaux de bison découpées et cousues sur mesure. C'était de l'ingénierie ancienne à son meilleur niveau. Imaginez essayer de déplacer une maison en bois entière à travers les plaines. Il vous faudrait une armée de gens, des dizaines de chevaux et probablement un miracle. Les Amérindiens, eux, ont regardé ce problème et ont dit « Non, on va être plus malin ». Et les chiffres deviennent fascinants. Une famille amérindienne typique pouvait démonter son tipi, emballer toutes ses affaires et se mettre en route en environ 45 minutes. Elle pouvait ensuite remonter sa maison à un nouvel endroit en à peu près le même temps. En clair, ils pouvaient relocaliser tout leur foyer plus vite que nous ne regardons un épisode de notre série préférée. Mais ce qui est peut-être le plus remarquable, c'est la façon dont ce mode de vie nomade a façonné toute leur vision du monde. Ce n'étaient pas des gens qui avaient adopté ce mode de vie par hasard. Ils l'avaient pleinement embrassé et avaient construit toute leur culture autour de cette mobilité. Leurs habitations n'étaient pas de simples abris. Elles reflétaient leur compréhension que la vie est en mouvement permanent, en perpétuel changement. Parlons maintenant des matériaux. Pourquoi ne pas simplement couper des arbres et bâtir des cabanes en rondins? Eh bien, voilà le problème. Dans les grandes plaines, les arbres ne poussaient pas sur les arbres. En réalité, ils étaient aussi rares qu'un smartphone au XIXe siècle, autant dire presque inexistants. Pendant que certains aujourd'hui se plaignent de manquer d'espace dans leurs placards, les Amérindiens des plaines avaient un problème bien plus grand. Trouver assez de bois pour construire une maison décente. Les Iroquois et les Cherokees, eux, vivaient dans des forêts denses, où les arbres étaient aussi communs que les cafés dans nos villes modernes. Ils pouvaient construire leurs maisons longues et leurs cabanes de bois sans trop de difficultés, même si en vérité, cela demandait énormément d'efforts. Ils avaient simplement à sortir de chez eux pour trouver tout le bois nécessaire. Mais la vie dans les plaines, c'était une autre histoire. Le paysage s'étendait comme une mer infinie d'herbes, avec les arbres jouant à cache-cache. Dans certaines régions, il fallait parcourir plus de 80 km pour trouver un bosquet convenable. C'était comme devoir conduire jusqu'à une autre ville, rien que pour acheter du matériel de construction. Sauf qu'ils n'avaient pas de voiture. Revenons aux bisons. Ces créatures majestueuses parcouraient les plaines en troupeaux si immenses qu'ils s'étendaient à perte de vue. Les archives historiques suggèrent qu'avant les années 1800, il y avait entre 30 et 60 millions de bisons en Amérique du Nord. Cela faisait plus de bisons que d'habitants dans la plupart des pays actuels. Et chacun de ces magasins de bricolage ambulants offrait
exactement ce dont les tribus des plaines avaient besoin. Une peau épaisse et résistante, parfaite pour recouvrir un tipi. Petit fait amusant, il fallait entre 12 et 20 peaux de bison pour fabriquer un grand tipi. Ça peut paraître énorme, mais quand on est entouré de millions de bisons, c'était comme avoir un stock infini de matériaux gratuits, livrés directement devant chez soi. Le processus de transformation des peaux en couverture de tipi était d'ailleurs très ingénieux. Les femmes, véritables architectes et bâtisseuses dans de nombreuses tribus des plaines, grattaient soigneusement chaque peau, la préparaient, puis les cousaient entre elles avec des tendons d'animaux. Le fil de la nature. Ils étaient si habiles que le produit fini était presque imperméable. Essayez donc d'obtenir une telle qualité avec les tentes produites en masse d'aujourd'hui. Et parlons un instant de l'entretien. Une maison en bois sur les plaines serait été comme tenter de garder un château de sable intact en plein ouragan. Vents violents, températures extrêmes et manque de matériaux de réparation disponibles rendaient toute maintenance infernale. Mais un tipi en peau de bison, c'était comme avoir une maison auto-réparatrice. Si une section était endommagée, il suffisait de la remplacer par une nouvelle peau. Pas besoin de démonter toute la structure, ni de courir en urgence vers la forêt la plus proche, qui pouvait se trouver à plus de 80 km. Les tribus des plaines ne se contentaient pas de faire avec. Elles travaillaient plus intelligemment, pas plus dur. Tandis que d'autres cultures s'épuisaient à bâtir et entretenir de lourdes cabanes en rondins, elles avaient trouvé comment transformer la ressource la plus abondante de leur environnement en habitation pratique et confortable. C'était en quelque sorte l'invention originelle de l'architecture durable, sauf qu'elle n'avait pas besoin d'un diplôme prestigieux pour y parvenir. Et ces peaux de bison n'étaient pas seulement pratiques. Elles étaient parfaites pour affronter la météo capricieuse des plaines. Quand il pleuvait, elles se resserraient et devenaient encore plus imperméables. Quand il faisait chaud, on pouvait les ajuster pour laisser entrer la brise. À propos du climat, difficile de croire comment ces tipis résistaient aux variations extrêmes de température et aux tempêtes des grandes plaines. Si vous n'avez jamais vécu là-bas, vous avez manqué ce qui est sans doute l'une des plus grandes sautes d'humeur de la nature. Un instant, vous transpirez comme dans un sauna. L'instant suivant, vous cherchez votre couverture la plus épaisse. En été, les températures pouvaient passer de plus de 37 degrés Celsius à 10 degrés Celsius dès que le soleil se couchait. Ma tante de Floride a visité le Nebraska un jour avec uniquement des shorts et des t-shirts. Elle l'a amèrement regretté à la nuit tombée. Ces changements brutaux auraient transformé une maison en bois en véritable cauchemar thermique. Vous savez à quel point une maison ressemble à un four en été, même avec la climatisation ? Maintenant, retirez la clim, l'isolation, ajoutez quelques fissures entre les rondins, et vous obtenez un grille-pain géant le jour, un réfrigérateur la nuit. Pas vraiment l'idée du confort. C'est là que les tipis révélaient toute leur ingéniosité. Les parois en peau de bison n'étaient pas seulement solides, elles étaient intelligentes. En été, on pouvait relever les bords inférieurs pour laisser circuler un courant d'air, comme si vous ouvriez toutes les fenêtres de votre maison, mais en mieux, car vous pouviez régler exactement le flux d'air. Trop de vent ? On abaissait un côté. Trop chaud ? On en relevait un autre. C'était un thermostat préhistorique. L'installation hivernale était tout aussi astucieuse. Les parois pouvaient être abaissées jusqu'au sol, avec une isolation supplémentaire à la base. Certaines tribus ajoutaient même une couche supplémentaire de peau pendant les mois les plus froids. Les archives montrent que, même lorsque les températures descendaient à moins 40 degrés Celsius, l'intérieur des tipis restait étonnamment confortable. Les preuves archéologiques suggèrent que les tribus avaient développé des modifications saisonnières spécifiques. En hiver, l'angle des perches était parfois accentué afin que la neige glisse plus facilement. Mais la véritable magie du tipi apparaissait lors des fameuses tempêtes des plaines. Quiconque a vécu dans la Tornado Alley sait que le vent là-bas ne plaisante pas, assez puissant pour retourner des voitures ou arracher des toits. Et pourtant, les tipis tenaient bon. Leur forme conique, c'était tout simplement l'aérodynamisme naturel. Plutôt que de lutter contre le vent comme un mur de bois, ils le laissaient glisser autour d'eux. C'est le même principe que les gratte-ciels modernes. Sauf que les tribus l'avaient redécouvert des siècles plus tôt. Des études sur les tipis traditionnels ont montré qu'ils pouvaient résister à des vents de plus de 110 km/h sans difficulté.
Pendant ce temps, les codes de construction modernes exigent que les maisons résistent à environ 145 km/h. Et cela avec tous nos matériaux sophistiqués. Pas mal pour une habitation primitive, n'est-ce pas? Le système de clapet de fumée au sommet était un autre coup de génie. Ces ouvertures réglables n'évacuaient pas seulement la fumée. Elles fonctionnaient comme un système de ventilation sophistiqué. En ajustant les clapets selon la direction du vent, les familles pouvaient contrôler avec précision la circulation de l'air. Un vrai smart home, mais alimenté par le bon sens plutôt que par l'électricité. Des tests en soufflerie récents ont montré que ces clapets créaient une zone de basse pression au-dessus du tipi, aidant à aspirer la fumée vers l'extérieur. Un principe encore utilisé dans nos systèmes de ventilation modernes. Et la pluie? Les tipis gérèrent ça aussi. Les pots extérieurs se resserrèrent sous l'humidité, créant une quasi-étanchéité. Les quelques gouttes qui passaient glissaient le long des parois inclinées, plutôt que de s'accumuler comme sur un toit plat. Pendant ce temps, ceux qui vivaient dans des maisons en bois devaient garder des seaux à portée de main pour recueillir les fuites, à condition d'avoir trouvé assez de bois pour bâtir leur maison. Tout ce confort thermique et climatique, sans facture d'électricité ni système HVAC compliqué. Qui a besoin d'un thermostat connecté quand sa maison s'adapte presque toute seule? Je parie que certains échangeraient volontiers leur prêt immobilier contre quelques peaux de bison. Les récits des premiers explorateurs européens expriment souvent leur étonnement face au confort des tipis. En 1851, un groupe de voyageurs s'est abrité dans un tipi sioux lors d'un violent orage. Ils furent stupéfaits de le trouver sec et chaud à l'intérieur, alors que leur propre tente en toile était devenue inutilisable sous la pluie. Ces habitations n'étaient pas de simples abris de survie, mais de véritables demeures sophistiquées, perfectionnées au fil des générations. Aujourd'hui, certains architectes modernes étudient encore leurs principes de conception pour s'en inspirer dans des constructions durables. Ventilation naturelle, chauffage solaire passif, usage efficace des matériaux. Tout cela correspond parfaitement aux standards actuels du bâtiment écologique. Nos ancêtres, visiblement, avaient quelques leçons d'ingénierie environnementale à nous donner. Et côté confort? Vous seriez surpris de savoir à quel point ces habitations mobiles étaient agréables. Parlons de ce que tout le monde imagine d'abord, le couchage. Beaucoup pensent que dormir à même le sol devait être terrible. Cela prouve à quel point on ignore la vie en tipi. Les tribus des plaines avaient mis au point des systèmes de literie sophistiqués, des robes de bison superposées et des herbes douces, formant de véritables matelas naturels. Ils ressemblaient beaucoup à nos mousses à mémoire moderne. Ils épousaient la forme du corps et offraient un excellent soutien. Des études archéologiques ont montré que ces peuples souffraient de moins de problèmes de dos que leurs contemporains vivant dans des structures en bois. Prenez ça, fabricant de matelas de luxe. L'espace intérieur d'un tipi était un modèle d'efficacité. En moyenne, il mesurait 5 mètres de diamètre et environ 4,5 mètres de haut, soit à peu près 20 mètres carrés, l'équivalent d'un petit studio moderne. Mais contrairement aux studios exigus où l'on se cogne partout, l'espace du tipi était utilisé de façon brillante. Tout avait sa place le long des parois, laissant le centre libre pour les activités quotidiennes. C'était comme les tiny houses, à la mode. Sauf que les tribus des plaines avaient trouvé le concept des siècles plus tôt. Et voici une surprise. L'air à l'intérieur des tipis était plus sain que dans beaucoup de maisons modernes. Sans blague. Le foyer central combiné au clapet de fumée créait une circulation naturelle qui ferait pâlir d'envie nos ingénieurs HVAC. La fumée ne montait pas simplement. Elle générait un courant de convection, aspirant l'air frais par le bas du tipi. Cet échange constant signifiait moins de poussière, moins d'allergènes, et jamais cette sensation étouffante qu'on connaît dans des maisons hermétiques. Une étude des années 1960 a même montré que le taux de renouvellement de l'air dans un tipi bien monté dépassait celui de nombreuses maisons modernes équipées de climatisation centrale. La maîtrise de la température n'était pas qu'une question de survie, c'était bel et bien une question de confort. Les parois en peau de bison étaient de formidables isolants. Lorsqu'elles étaient correctement tannées, ces peaux formaient une membrane à la fois respirante et résistante aux intempéries. En hiver, l'espace d'air entre la doublure intérieure et l'enveloppe extérieure agissait comme des vitres à double paroi, piégeant une couche d'air isolant. En été, ce même système maintenait l'intérieur frais.
Des tests modernes ont montré qu'un tipi bien conçu pouvait maintenir une différence de température allant jusqu'à 25 degrés Fahrenheit, environ 14 degrés Celsius, entre l'intérieur et l'extérieur, sans chauffage ni climatisation mécanique. Mais le plus impressionnant se trouvait dans les détails. Prenons la doublure du tipi, par exemple. Ce n'était pas qu'une décoration, c'était une véritable prouesse d'ingénierie. La doublure empêchait la pluie de ruisseler le long des perches, stoppait les courants d'air et créait cette poche d'air isolante dont nous parlions. Elle servait aussi de surface réfléchissante pour le feu central, renvoyant la chaleur vers l'espace de vie au lieu de la laisser s'échapper par les parois. Ma facture de chauffage serait sûrement moins effrayante si ma maison était aussi efficace. Et parlons des insectes, ou plutôt de leur absence. Alors que les cabanes en rondins étaient de véritables hôtels 5 étoiles pour toutes sortes de bestioles, les interstices entre les rondins faisant office d'autoroute pour insectes, les tipis étaient étonnamment résistants. La fumée du feu central agissait comme un répulsif naturel, et les parois en peau, parfaitement ajustées, ne laissaient aucun point d'entrée pratique. De plus, contrairement aux structures en bois, les peaux de bison n'attiraient pas les insectes xylophages. Pas besoin d'inspection de termites. L'acoustique à l'intérieur d'un tipi était également unique. Sa forme conique et ses parois souples créaient un effet d'amphithéâtre naturel qui facilitait les conversations tout en atténuant les bruits extérieurs. C'était comme un système audio intégré conçu par la nature. Certains anciens qui ont grandi dans des tipis racontent qu'on pouvait chuchoter d'un côté à l'autre et être entendu clairement. Essayez de faire ça dans le salon résonnant d'une maison moderne. En moyenne, un tipi pouvait être chauffé à une température confortable avec seulement 1/10 du bois nécessaire pour une cabane en rondins de taille équivalente. Voilà une efficacité énergétique impressionnante. Et côté entretien, un tipi était bien plus simple qu'une maison en bois. Pas de planches pourries à remplacer, pas de toit qui fuit à réparer, pas de peinture à refaire. Un simple traitement régulier des pots avec la fumée suffisait à les garder en bon état pendant des années. Mais si les tipis excellaient à offrir du confort matériel, leur véritable génie allait bien au-delà du simple fait d'être un abri douillet. Demandez aujourd'hui à un agent immobilier ce qui fait une maison parfaite, et il vous parlera de concepts ouverts et de fluidité des espaces. Eh bien, les peuples des plaines avaient compris cela bien avant l'invention de la télévision et des émissions de décoration intérieure. Leurs tipis n'étaient pas seulement des abris. C'étaient des espaces sociaux parfaitement pensés, qui rapprochaient famille et communauté. La forme circulaire du tipi pouvait sembler un choix simple, mais c'était en réalité un coup de génie social. Tout le monde était assis en cercle, face aux autres. Pas de coins où se cacher, pas de pièces séparées où se retirer, seulement un espace ouvert qui favorisait la conversation et les liens. C'est assez ironique de voir les bureaux modernes dépenser des millions pour créer des espaces collaboratifs qui ne font que reproduire ce que les tribus des plaines pratiquaient depuis des siècles. Ils auraient pu économiser leur argent et acheter quelques peaux de bison. Les preuves archéologiques montrent que la plupart des tipis familiaux mesuraient entre 5 et 5,5 mètres de diamètre. Cela peut sembler modeste, mais la disposition circulaire permettait une utilisation de l'espace incroyablement efficace. Des études sur les modes de vie traditionnels démontrent qu'une famille de 6 personnes pouvait y vivre confortablement. Essayez donc de caser autant de monde dans une tiny house moderne sans provoquer une querelle familiale. L'aménagement était si bien pensé que les anthropologues ont constaté que les familles des plaines passaient plus de temps en interaction directe que leurs homologues européens vivant dans des maisons rectangulaires. Le foyer central n'était pas seulement une source de chaleur et de cuisson, c'était le cœur de la vie familiale. Contrairement aux maisons européennes, où les cheminées étaient adossées à un mur, le feu central du tipi créait un lieu de rassemblement naturel. Chacun pouvait voir le visage des autres à la lumière du feu, rendant les histoires et les conversations bien plus personnelles. Les récits traditionnels affirment que cette disposition était conçue pour renforcer les liens familiaux. Un témoignage d'anciens du 19e siècle raconte comment les enfants apprenaient l'histoire et les valeurs de leur tribu simplement en écoutant les adultes discuter autour du feu chaque soir. L'entrée de chaque tipi faisait traditionnellement face à l'est, vers le soleil levant.
Ce n'était pas seulement pratique pour profiter de la lumière du matin, mais cela créait aussi une disposition standard qui rendait chaque tipi instantanément familier. On pouvait entrer dans la tente de n'importe quelle famille et savoir exactement où se trouvait chaque chose. Les zones de couchage étaient toujours disposées de la même manière, les parents d'un côté, les enfants de l'autre. C'était comme un plan d'aménagement non écrit, compris par tous. Les avantages sociaux s'étendaient au-delà de la vie familiale. Lors des cérémonies ou des fêtes, les tipis pouvaient être disposés en cercle pour former de vastes espaces communautaires. Les plus grands cercles retrouvés par l'archéologie montrent des centaines de tipis organisés en anneaux parfaits. Un site célèbre en Alberta, au Canada, révèle les vestiges d'un cercle qui abritait plus de 400 familles, plus de monde que dans bien des immeubles modernes. Mais l'aspect le plus astucieux du tipi, socialement parlant, était la gestion de l'intimité. Bien que l'espace soit ouvert, les tribus des plaines avaient développé des systèmes sophistiqués pour créer des zones privées. Des paravents en peau pouvaient diviser temporairement l'espace et la disposition des affaires le long des parois créait des frontières naturelles. C'était comme avoir des cloisons modulables, sans payer des portes coulissantes hors de prix. La conception du tipi était aussi parfaite pour les familles en expansion. Lorsqu'un jeune couple se mariait, il n'avait pas besoin d'économiser pendant des années pour acheter une maison. Il suffisait d'avoir assez de peaux de bison pour en construire un. Ces nouveaux foyers pouvaient être installés juste à côté de ceux des parents, formant des groupes familiaux élargis où l'on s'occupait ensemble des enfants et des aînés. Pas besoin de maisons de retraite ni de crèches coûteuses. La vie en tipi influençait même la manière de stocker les biens. Tout avait sa place le long des murs, mais rien n'était vraiment caché dans des coffres ou des boîtes fermées. Ce rangement ouvert favorisait le partage. Si vous aviez besoin de quelque chose, vous pouviez le voir directement. Cette transparence physique entretenait une culture du partage et du soutien communautaire que nos sociétés modernes essaient aujourd'hui de recréer avec des applis de consommation collaborative. Un autre aspect ingénieux était la possibilité de combiner plusieurs tipis pour les grandes occasions. En réarrangeant les perches et en joignant les couvertures, 2 ou plusieurs tipis pouvaient être réunis pour créer un vaste espace commun. C'était comme un centre communautaire modulaire, montable à volonté, sans frais de location. Ces habitations incroyables n'étaient pas seulement des maisons, elles représentaient un équilibre parfait entre intimité et connexion communautaire. D'ailleurs, des architectes modernes qui étudient leur conception ont été stupéfaits par le nombre d'innovations sociales intégrées dans ces structures en apparence simples.